Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui. Je reviens à la gamme d'Adventures in Middle-earth avec le Lore Master's Guide. C'est un supplément publié par Sophisticated Games et Cubicle 7 en 2017 et qui fait 155 pages environ. Sauf erreur, il a été traduit par Edge en français assez récemment. Il y a eu une interruption plus longue que prévu, mais j'en viens enfin à ma deuxième chronique de la gamme Adventures in Middle-earth, dont la traduction française a été entamée par Edge, avec le Lore Master's Guide. Classiquement, ce titre oppose un guide du maître à un guide du joueur, un découpage fréquent dans nombre de jeux de rôle, mais dont je ne suis pas toujours bien sûr de la pertinence. De fait, certains éléments, ici, et finalement assez nombreux, auraient très bien pu figurer dans le Player's Guide, tandis que d'autres, dans ce premier supplément, auraient peut-être été davantage à leur place ici, en notant au cas où que le présent supplément est plus court que son prédécesseur d'une soixantaine de pages. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la distinction en deux volumes ne me paraît pas toujours très sensée. À titre d'exemple, les règles sur le voyage ou sur les audiences auraient sans doute gagné à être rassemblées dans un seul supplément, évitant dès lors de jongler entre les volumes, les PDF en ce qui me concerne. Cela me paraît tout particulièrement vrai des développements concernant les audiences, ici, qui, dès l'instant que l'on compte faire usage de ce système, me paraissent à vrai dire indispensables et auraient donc dû être associés à la base du système dès le départ, que l'ensemble figure dans un livre ou dans l'autre. Ceci étant les guides du maître dans cette optique, ouais. Je ne suis pas toujours persuadé de leur utilité. À vrai dire, je tourne autour du Dungeon Master's Guide des 5 depuis pas mal de temps, et à le feuilleter, je finis toujours par me convaincre de ce que je n'ai vraiment pas 50 € à mettre là-dedans, a fortiori avec le SRD accessible gratuitement. Pour autant, envisager le Lore Master's Guide d'Adventures in Middle-earth de la même manière serait sans doute une erreur. Si ce supplément n'est pas exempt de toute critique, j'en formulerai quelques-unes en temps utile. Il se montre globalement très bien pensé, intéressant et utile. Pas toujours au plan de la technique par ailleurs, mais utile. En faire un supplément indispensable serait peut-être un chouïa excessif, mais il présente assurément un intérêt et est globalement très recommandable. En ajoutant par ailleurs qu'il est d'une lecture agréable et très joliment illustrée, davantage que le Player's Guide à vue de nez, qui se montrait bien plus inégal, et avec ses teintes souvent un peu mornes typiques de la gamme de l'anneau unique et qui collent si bien à l'ambiance de l'univers tolkienien. Il faut d'ailleurs noter que nombre d'éléments ici sont comme de justes repris de la gamme de l'anneau unique, la gamme Adventures in Middle-earth étant une adaptation de celle-ci à D&D5. Mais ce sont plusieurs suppléments qui sont en jeu et les spécificités techniques de D&D5 suscitent en même temps un contenu largement voire totalement inédit dès l'instant que la mécanique est en cause. Mais l'intérêt du Lore Master's Guide dépasse donc largement le seul champ technique. Reproduisant d'une certaine manière le très beau travail d'adaptation toujours sensible dans la gamme de l'anneau unique, mais ai-je l'impression, en l'approfondissant encore, ce guide du maître comprend nombre de développements visant à réfléchir au préalable à ce qu'est la Terre du Milieu, pour en dériver des outils narratifs, des ambiances, etc., qui permettent à l'ensemble de la table de vraiment ressentir et intégrer tout ce qui fait la spécificité de cet univers. Un bref chapitre intitulé Before the Play se montre tout particulièrement utile à cet effet. Et pour le coup, les joueurs, pas seulement le MJ, doivent bien l'intégrer, en ce qu'il est constitutif d'une part non négligeable du contrat social préalable à toute partie. On insiste par exemple sur le fait que les voyages doivent être épuisants, ou qu'il faut sentir le passage des années, que le bien absolu et le mal absolu existent, même si les nuances de gris sont plus fréquentes, ou encore, ce qui peut sembler une hérésie pour certains donjonneux, je suppose, que les héros, s'ils sont bel et bien des héros, ne seront pas ceux qui terrasseront l'ennemi. Tout au plus peuvent-ils espérer un bref répit, une paix armée, qui représente à vrai dire déjà beaucoup. Mais ce travail de réflexion préalable sur ce qu'est la Terre du Milieu va bien au-delà et imprègne d'une certaine manière tous les chapitres de ce Lore Master's Guide. À titre d'exemple, les règles sur l'épuisement ou sur l'inspiration, dans les développements liés à la phase d'aventure, en jouent pleinement. L'attrition des longs voyages, renforcée par l'impossibilité théorique d'un long repos en dehors d'un sanctuaire, en témoigne à sa manière, mais tout autant les règles concernant l'inspiration, qui jouent sur la beauté des paysages aussi bien que sur le sentiment de communauté. Il en va de même pour une brève mais très pertinente étude de l'économie de la Terre du Milieu. Il s'agit d'un monde où la fortune pécuniaire a quelque chose de vulgaire, et où l'idée même d'acheter quelque chose, quoi que ce soit, fonction des régions et des cultures, peut avoir quelque chose d'un peu suspect au mieux. On insiste sur le fait que, dans les romans de Hobby, les héros n'achètent quasiment jamais rien. Ou quand ils le font, c'est hors champ. Une incitation marquée dans le cadre d'Adventures in Middle-earth pour réserver ces tractations un peu sales à la phase de communauté.
Par contre, le don y a une grande importance, qu'il soit spontané ou davantage inscrit dans une sorte de rapport féodal, économique assurément mais non monétaire, par exemple typique du Rohan ou éventuellement des hommes des bois, mais je suppose qu'il peut aussi y avoir de ça dans les fermes au nord de Dal. Certes, il y a des commerçants en certains endroits des terres sauvages, Dal justement, Escarotte de toute évidence, ou au-delà, Brie probablement, et on peut ça et là croiser des artisans nains qui offrent leurs services. Mais au fond, ce n'est pas la norme dans la Terre du Milieu. Et c'est une dimension à prendre en compte. Des amateurs de donges qui perpétueraient dans les terres sauvages leurs habitudes des royaumes oubliés ou que sais-je, sans même parler des meuporgs, et qui se précipiteraient sur les cadavres de leurs adversaires pour le loot, seraient très très mal vus de la plupart des représentants des peuples libres du Nord. Ah, au fait, il n'y a absolument aucune raison pour que cet orc que vous venez d'abattre d'une flèche dans le dos, salaud, ait une bourse contenant des pièces d'or. Qu'est-ce qu'il en ferait, bon sang? Quand bien même le loot s'apaise, et si je n'ai aucune envie de m'embêter avec des règles d'encombrement, je relève à quel point les personnages ne sauraient se promener avec leurs 1001 trouvailles sur le dos, tandis que même de simples pièces d'or, à force, pèsent leur poids, au point du handicap. On fait la remarque par exemple que les héros des romans de Hobbit régulièrement préfèrent cacher un trésor sur lequel ils sont tombés pour le récupérer éventuellement plus tard, mais ne songent pas un seul instant à charger inconsidérément leur sac à dos sinon leur poney à la veille de faire l'ascension du haut col. Ce qui paraît compréhensible, hein. Ceci étant, ce rapport à l'économie très intéressant n'est pas sans susciter des difficultés que j'avais déjà relevées dans le Player's Guide. Au regard du principe même de la progression de l'ombre dans Adventures in Middle-earth, la classe de chasseur de trésors est-elle vraiment jouable? Peut-être, mais ça impliquera sans doute de complexes numéros d'équilibrisme, et le mal du dragon devra aussi être pris en compte au-delà, les personnages nains y étant peut-être un peu plus sensibles que d'autres. Même le combat suscite ce genre de réflexion sur la base du contenu des œuvres de J.R.R. Tolkien. Les affrontements dans les romans de Hobbit sont analysés, et on en déduit des aspects qu'il serait sans doute bon d'intégrer dans les batailles rolistiques. Par exemple, quand le combat ne peut plus être évité, il tend à contraindre les personnages à adopter une posture défensive, d'autant que le terrain avantage systématiquement les adversaires et aucune porte de sortie n'est envisageable, ce genre de choses. Dès lors, les règles proposant de déterminer les effets de l'environnement sur un affrontement ne se contentent pas de complexifier la bataille absurdement le cas échéant, mais bien gérées, elles doivent renforcer l'imprégnation des spécificités tolkieniennes. Et il en va de même pour ce qui est de la magie. L'idée même de la magie chez Tolkien est analysée pour en déduire une réponse plus nuancée que d'usage. La magie est là, en fait, et pas seulement, comme j'ai malgré tout tendance à l'envisager, réservée aux plus puissants des personnages résolument non humains, les Istari, les Nazgûl, les plus puissants des elfes, Aragorn. Seulement, elle ne s'exprime pas comme telle, elle a ses limites, et elle ne résulte pas jamais d'un apprentissage académique. Il est certain que les boules de feu n'ont pas leur place dans l'univers de la Terre du Milieu, et pas davantage le point de Bigby. Mais cela tient sans doute à ce que la magie tolkienienne ne crée rien qui ne soit déjà là. Pour autant, les personnages peuvent avoir des aptitudes que, vues de loin, nous serions à bon droit tentés de qualifier de magiques, et il en va de même, et probablement surtout, de certaines armes et armures ou autres artefacts des temps anciens. Simplement, leur usage magique doit être intégré dans le roleplay, et techniquement peut exiger la dépense d'un DV, laquelle dépense autorisera le joueur, sous le contrôle du MJ, à proposer une altération de la scène qui aurait été impossible sans magie. Le guide contient enfin une liste des sorts de D&D5 qui pourraient être aisément transposés dans la Terre du Milieu, mais honnêtement je ne compte pas faire usage de cette option. À ce stade, et en autorisant des classes de jeteurs de sorts, on s'éloigne par trop du canon tolkienien, au point où cette réflexion nuancée n'a plus aucun sens. L'hypothèse est évoquée, mais avec un profond scepticisme, et je vais assurément faire dans l'orthodoxie ici, comme à peu près tout le monde sans doute. Tordre l'univers tolkienien pour autoriser les boules de feu me paraît absurde. Il y a d'autres univers pour ça. Quoi qu'il en soit, un beau travail d'adaptation, théorique comme pratique, a été accompli, et c'est à mes yeux un des atouts majeurs de ce Lore Master's Guide. Il contient en outre des éléments de contexte plus directs dans un chapitre intitulé Setting and the Tale of Years que l'on peut distinguer en trois parties. La première consiste en un guide essentiellement géographique mais très lapidaire. Ce n'est pas là que le supplément se montre le plus utile. On développe un peu plus que dans le Player's Guide, mais pas des masses non plus. L'ensemble constitue un entre-deux sans doute pas très satisfaisant, appelant à des développements autrement plus copieux et précis dans des suppléments de contexte dédiés comme au premier chef le Rovanian Region Guide et plus récemment le Rivendell Region Guide, transposition respectivement du guide des terres sauvages et de Foncombe. En l'état, c'est donc d'une utilité relativement limitée, d'autant que les régions en dehors des terres sauvages sont très très vite expédiées.
La deuxième partie de ce chapitre est davantage utile, mais elle n'est probablement pas suffisante là encore pour une campagne au long cours. Il s'agit d'une chronologie relativement détaillée qui permet à la fois d'évaluer les connaissances des personnages sur les temps anciens, mais relativement, la date la plus antique correspond à l'an 1050 du troisième âge, et leur savoir peut-être plus précis des événements récents, soit pour point de départ le début du Hobbit, et d'envisager ce qui se passe à l'échelle de la Terre du Milieu au moment où les personnages jouent. Pas cependant jusqu'à la guerre de l'Anneau, loin de là. En fait, si la campagne est censée débuter en l'an 2946 du troisième âge, la date la plus avancée ici est seulement l'an 2951, en gros quand Sauron se révèle en Mordor. Et pour le coup, c'est sans doute trop léger. Maintenant, je suppose que Rhovanion Region Guide ou Mirkwood Campaign, transposition de Ténèbres sur la Forêt Noire, campagne supposée durer 30 années environ, compléteront utilement cette première approche et éventuellement plus tard Rivendell Region Guide, comme l'avait fait Foncombe pour l'anneau unique. Quoi qu'il en soit, en l'état, dans chacune de ces trois catégories, on distingue aisément ce qui est notoire et probablement connu de tous, et ce qui ne sera éventuellement connu que de quelques personnages bien typés, eu égard par exemple à la culture dont ils sont originaires. Les nains en sauront logiquement beaucoup plus sur la guerre qui les a opposés aux orques qu'un hobbit qui n'est jamais sorti de la comté, etc. La troisième et dernière partie enfin consiste en une description davantage détaillée de la ville du lac, essentiellement reprise de l'écran du gardien des légendes et guide de la ville du lac pour l'anneau unique. Je l'envisagerai aujourd'hui de manière plus positive, là où je me sentais un peu frustré à l'époque de ma lecture de ce premier supplément. Il y a ce dont on a besoin, a fortiori en début de campagne, Esgaroth étant un point de départ idéal, et théoriquement le premier sanctuaire ouvert au PJ, avec les premières entreprises spécifiques de la phase de communauté du coup. Maintenant, ce n'est clairement pas au regard de ces éléments de contexte que ce Lore Master's Guide brille vraiment. Ici, le sentiment persiste qu'il manque quelque chose. Le Lore Master's Guide, par ailleurs, complète le Player's Guide sur bien des points, notamment techniques, et c'est là qu'à l'occasion je regrette un peu le découpage en deux volumes, car les options ici présentées sont tout de même fort utiles. Il y a quelques indications d'ordre général, incluant par exemple le multiclassage, mais le gros de ces compléments porte sur trois sujets d'importance: les voyages, les audiences et la phase de communauté. Concernant les voyages, par exemple, nous envisageons ainsi la question des repos, avec, comme dit plus haut, le refus de principe des longs repos sur la route. Cela dit, diverses options sont proposées pour gérer cette difficulté et pour agrémenter les étapes du voyage, de sorte à les rendre uniques. Mais l'apport le plus notable est peut-être le système permettant de créer sa propre table d'événements pour des voyages précis. Bien évidemment, cela doit être mûrement réfléchi avant la partie, mais il y a de quoi en tirer des choses intéressantes. Pour ce qui est des audiences, j'avais avancé au sortir de ma lecture du Player's Guide que je ne pensais pas faire usage de cette mécanique pour ma part, si ce n'est à minima, la trouvant un peu trop lourde de manière générale et redoutant qu'elle ne vienne nuire à la spontanéité du roleplay. Ici, le Lore Master's Guide me confronte à mes contradictions, je suppose, car en précisant encore la mécanique et en présentant donc le risque de l'alourdir d'autant plus, ce supplément apporte des options qui auraient probablement dû figurer dans la mécanique de base, en envisageant les motivations et les attentes des PNJ à même de figurer dans des audiences. Après lecture, ça me paraît un aspect essentiel de cette mécanique. Encore une fois, je doute d'en faire usage moi-même, mais, bizarrement peut-être, si je devais tenter la chose, je ne me contenterais pas d'un entre-deux un peu fade et préférerais interpréter ce système de la manière la plus complète. Il faut par ailleurs noter que le chapitre consacré aux audiences est en outre associé à une liste de PNJ générique relativement complète et bien loin de s'en tenir seulement aux participants aux audiences. C'est tout à fait bienvenu, sans doute même peu ou prou indispensable. Par contre, il ne s'agit bien que de profils génériques. N'espérez pas trouver ici les caractéristiques des grands de ce monde, les garants les plus emblématiques, ils n'y sont pas. Mais il y a par contre de quoi figurer des garants de second ordre avec beaucoup de guillemets. L'expression n'est pas très heureuse car ils peuvent jouer un rôle fondamental dans une campagne. Tout à la fin de l'ouvrage, on trouve divers éléments concernant la phase de communauté. Les premiers sont assez théoriques ou abstraits qui envisagent, outre les possibilités alternatives, que le groupe demeure soudé lors de cette étape ou préfère se disperser temporairement, le sens de cette phase et l'importance des sanctuaires, en insistant particulièrement sur leur caractère absolument vital pour les PJ. Ils doivent donc très vite se rendre compte de ce que cela implique au juste. Cette insistance laissant à vrai dire supposer que c'est là une difficulté rencontrée par bien des tables en playtest, peut-être. Les différents usages des sanctuaires sont ainsi analysés et on commence à envisager des entreprises ne figurant pas dans le Player's Guide. Cela dit, comme dans ce dernier,
On fait encore ici dans le générique. Les entreprises propres à chaque sanctuaire seront, en toute logique, envisagées dans les suppléments traitant spécifiquement de ces sanctuaires. Je dois avouer être un peu sceptique quant aux entreprises ici proposées, en tout cas celles concernant le gain d'une vertu ouverte ou même culturelle. Bon, on verra bien. Et ce sera aussi l'occasion d'envisager des garants concrets, car décidément, on ne les trouve toujours pas ici. Il y a cependant une lacune bien plus problématique à mon sens. La question de l'expérience est expédiée en 2 petits paragraphes qui disent en substance « Faites ce que vous voulez, cela dépasse l'objet de ce supplément ». Sérieux ? Le sujet de l'expérience dépasse l'objet d'un supplément supposé contenir tout ce dont a besoin le MJ de manière générale ? Qui plus est, dans un univers où l'on se doute qu'idéalement, l'attribution de l'expérience doit être passablement différente de celle qui accourt dans du D&D 5 lambda. Je ne m'explique pas cette absence, franchement. S'il y a une lacune dans le Lore Master's Guide, c'est bien celle-ci. Le plus long chapitre du Lore Master's Guide, de manière très donjonneuse, porte sur le combat. Mais, toute blague à part, il témoigne là encore d'un beau travail d'adaptation au contexte tolkienien. Ouf! D'ailleurs, ainsi que je l'avais relevé plus haut, la base de tous ces développements consiste en une analyse assez fine de ce qui rend les combats uniques dans les romans de Hobbit. Un de ces aspects crucial est l'environnement. Le Lore Master's Guide propose dès lors plusieurs options pour typer les environnements précis dans un contexte plus général et éventuellement y faire intervenir des éléments relevant de l'atmosphère et du climat. Chacune de ces options peut déboucher sur des règles spéciales. Ainsi, se battre sur une falaise dans les contreforts des monts brumeux l'hiver sera très différent d'affronter des araignées au cœur de leur toile dans la forêt noire et en pleine nuit, tandis qu'une ruine elfique isolée pourra à son tour présenter des spécificités la distinguant d'une ferme abandonnée suite à un raid orc. Ces éléments peuvent être déterminés aléatoirement avec un système de table plutôt bien conçu, même si occasionnellement redondant, mais c'est que tel élément de décor, un bosquet par exemple, pourra être rencontré dans bien des environnements autrement très distincts, là où les grandes toiles d'araignées emblématiques au cœur de la forêt noire ne feraient guère de sens en plein Rohan. Mais je suppose qu'il vaut mieux employer ces outils avant la partie, de crainte là encore de ralentir le jeu et de nuire à sa spontanéité. Quoi qu'il en soit, manié correctement, ce qui peut demander un peu d'expérience, ce système doit être en mesure de procurer exactement ce pourquoi il figure dans ce supplément, des expériences de combat variées. La deuxième partie de ce chapitre consiste en un petit bestiaire des terres sauvages. C'est en effet bien cet environnement qui est privilégié, conformément à la gamme originelle de l'anneau unique. Il s'agit pour l'essentiel d'une transposition du coup. On y trouve de nombreuses variétés d'orques, avec les orques du Mordor en catégories séparées, puis quelques araignées de la forêt noire, des trolls, des loups et autres wargs, des loups-garous et des vampires, le genre grosse chauve-souris, pas Dracula. Ce qui est bien fait, mais tout de même un peu frustrant. On en fait relativement vite le tour et la variété n'est pas exactement au rendez-vous. J'ai lu ça et là des chroniques se plaignant de ce qu'il ne figure pas dans ce supplément des profils d'antagonistes davantage redoutables. Le plus fort ici est probablement le loup-garou de la forêt noire, mais il ne présente semble-t-il rien d'insurmontable pour des PJ de niveau même seulement intermédiaire, ce que je serais bien en peine d'évaluer de moi-même. Alors, un tel réclamait un dragon, tel autre un Nazgûl, tel autre carrément le Balrog de la Moria. Ce n'est pas vraiment mon approche, et l'absence de ces gros bilous ne me frustre en rien. Je ne crois pas que les héros d'Adventures in Middle-earth, à la différence de leur contrepartie plus classiquement donjonneuse, doivent être en mesure, même à niveau relativement élevé, de casser de la tarasque au petit-déj. Maintenant, l'anneau unique donnait l'impression d'une forte adversité globale, dont j'espère qu'elle a été prise en compte dans Adventures in Middle-earth, sans vraie garantie cependant. Peut-être faut-il à ce compte-là renforcer les monstres plus basiques, histoire précisément de ne pas avoir à faire péter tous les 4 matins l'ersatz improvisé de Smogle doré qui n'a tout simplement pas lieu d'être. Il est cependant une absence qui m'embête bel et bien dans ce bestiaire très restreint, et c'est celle des morts vivants, qui me paraissent pouvoir être employés assez largement sans nuire pour autant à la cohérence du canon tolkienien, et sans jouer le jeu de la montée en puissance que le système de progression par niveau de D&D 5 tend peut-être à favoriser. Préjugé de ma part, si ça se trouve. Certes, les morts vivants dans la gamme de l'anneau unique n'ont été introduits qu'assez tardivement dans le supplément Foncombe, et on les a dès lors considérés comme plus caractéristiques de l'Eriador que des terres sauvages, là où les araignées de la forêt noire n'auraient rien à faire dans les environs du Mont Venteux. Sans doute, mais la présence des fantômes, etc. ne me paraît pas inenvisageable pour autant dans les terres sauvages, loin de là. Il y a bien des gens qui y meurent dévorés par la corruption, après tout. Et je crois qu'ils auraient vraiment complété utilement ce petit bestiaire qui, à ce stade, a du coup quelque chose d'une ébauche.
Je suppose qu'il faudra attendre le Rivendell Regent Guide pour avoir de vrais développements concernant Spectre et compagnie, du coup, on verra bien. Dans l'immédiat, la troisième et dernière partie de ce long chapitre contient quelques outils devant permettre, idéalement, de combler les lacunes du bestiaire, que ce soit en termes de puissance des antagonistes ou de leur variété. Il s'agit en effet d'une longue liste de capacités spéciales des créatures avec des sous-catégories bienvenues, de type comme de puissance. Il ne s'agit pas d'un système clé en main pour créer des adversaires, il n'y a pas de règle pour ce faire. Il s'agit plutôt d'un catalogue de traits personnalisant les ennemis des PJ pour qu'ils soient un peu plus que des orques lambda tous indifférenciés. Certains traits sont relativement communs, de l'aura de commandement des chefs orques à la frousse pathologique des plus petits gobos, mais d'autres se montrent plus spécifiques et astucieux, renvoyant le cas échéant directement au roman de Hobbit. Les trolls, par exemple, peuvent faire mumuse avec leur sac. C'est intéressant tout ça, même si un vrai système de création de monstres en complément, voire en base à ce stade, aurait tout de même été sacrément bienvenu. Me reste un dernier point à envisager, qui est très lié à ce que j'ai pu dire de la manière de prendre en compte la magie, mais aussi l'économie dans Adventures in Middle-earth. Il s'agit pour l'essentiel de se pencher sur les objets merveilleux et les armes et armures légendaires, avec comme une coda sur la guérison magique. Vous n'êtes pas censé pouvoir boire des potions rouges qui vous refilent des PV lors de vos périples dans les terres sauvages, mais diverses préparations sont quand même envisagées qui, heureusement, concernent généralement plus les niveaux d'épuisement que la restauration de PV ou de DV à proprement parler, ou alors avec des limites marquées, et c'est tout à fait pertinent dans le contexte des voyages. L'intérêt de ce chapitre, cependant, est qu'il ne consiste pas tant en une liste d'objets magiques, comme dans un bon vieux guide du maître, mais plutôt en indications permettant de les créer soi-même, et qui renvoie au supplément Foncombe pour l'anneau unique. J'ai évoqué tout à l'heure comment ces objets pouvaient bel et bien exprimer une forme de magie cohérente avec l'atmosphère de la Terre du Milieu, au prix d'un peu d'imagination de la part des joueurs et de la dépense d'un DV. Mais un point essentiel porte sur le fait que ces objets, jamais achetés donc, mais éventuellement hérités ou trouvés, avec la suggestion marquée de faire un index associé au PJ, comme dans Foncombe là aussi, ces objets donc sont par essence très rares, très vieux et aussi très mystérieux, même si en même temps ils ont une histoire. Enquêter sur cette histoire, le cas échéant, permettra d'identifier des pouvoirs dont le personnage n'avait pas conscience. Par ailleurs, la capacité du personnage à appréhender les facultés magiques d'un artefact de ce type progressera en même temps que lui, en révélant, par paliers, des attributs qui étaient jusqu'alors dormants. En somme, plus un personnage est puissant, plus son objet magique l'est, une progression pertinente au regard du caractère épique de ces personnages comme de ces objets. Concernant les armes et armures, il faut aussi relever que l'origine de ces objets a une grande importance. Les armes elfiques des premier et deuxième âges n'ont pas les mêmes attributs exactement que celles conçues par les artisans humains d'Ouistreness, ou le fruit du travail des nains du temps de Nogrod et Bélégost. D'ailleurs, les armes elfiques ou numénoréennes peuvent avoir une qualité particulière appelée Bane, et qui invite à désigner un ennemi particulier, par exemple les orques. Les effets magiques peuvent s'appliquer uniquement à cet ennemi, mais pas seulement en termes de dégâts. Quand Dar, l'épée de Bilbon puis de Frodon, luit d'une lumière bleutée lorsque des orques sont tout proches, c'est un attribut qui, en termes de jeu, relève de la qualité magique Bane. Et, par la même occasion, c'est une bonne illustration de comment fonctionne la magie dans la Terre du Milieu. Ce système est très bien conçu et il y a de quoi en tirer des choses très intéressantes. Comme pour Foncombe dans le contexte de l'anneau unique, le Lore Master's Guide d'Adventures in Middle-earth se révèle très pertinent à cet égard, en évitant l'écueil des listes typiquement donjonneuses, que l'on pouvait redouter tout particulièrement, enfin moi en tout cas, dans le contexte de ce portage des D5. Ce Lore Master's Guide n'est certainement pas exempt de défauts, et quelques lacunes ça et là sont un peu regrettables. Rien de rédhibitoire cela dit, et ce supplément emporte l'adhésion par ses qualités diverses, au premier rang desquelles le très beau travail d'analyse et d'adaptation réalisé sur la base des romans de Hobbit. C'était l'atout majeur de la gamme de l'anneau unique, avec certes des lourdeurs qui lui sont propres, et le Player's Guide d'Adventures in Middle-earth me paraissait beaucoup moins approfondi et ciblé à cet égard. Par chance, ce Lore Master's Guide inverse la proposition en témoignant d'une réflexion pertinente autant que subtile, ce qui me rassure considérablement. En fait, et cela tient peut-être à ce qu'il s'agit d'un jeu D&D 5, car le Player's Handbook m'avait plutôt agréablement surpris et séduit à cet égard, ce supplément se montre plus explicite ici que toute la gamme de l'anneau unique, sans pour autant être ni lénifiant ni pontifiant. Du beau travail, vraiment, pour une lecture aussi agréable qu'instructive et stimulante. Sans être nécessairement indispensable, ce supplément se montre bel et bien utile et convaincant. Prochaine étape de mon exploration de la gamme, The Road Goes Ever Home. À bientôt.